Jean de La Fontaine arrive sur la chaîne. Alors celle-là, évidemment, elle est extrêmement connue. Le corbeau et le renard. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. « Eh bonjour, monsieur du Corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau, sans mentir. Si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. » À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie, et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec et laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit « Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vite dépend de celui qui l'écoute, et cette leçon vaut bien un fromage sans doute. » Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y reprendrait plus. La cigale et la fourmi. La cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi sa voisine, priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. « Mais je vous paierai, lui dit-elle, avant loup, foi d'animal, intérêt est principal. » La fourmi n'est pas prêteuse. C'est là son moindre défaut. « Et que faisiez-vous au temps chaud ?» dit-elle à cette emprunteuse. « Nuit et jour, à tout venant, je chantais, ne vous déplaise. » « Vous chantiez, j'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant. » Ok. Moins connu, le chat et le renard. Le chat et le renard, comme beaux petits saints, s'en allaient en pèlerinage. C'étaient de vrais tartues, deux archipatolins, deux francs pattes pelus qui, des frais du voyage, croquant maintes volailles, escroquant maint fromage, s'indemnisaient à qui mieux. Le chemin était long et partant ennuyeux pour l'accourcir, ils disputèrent. La dispute est d'un grand secours, sans elle on dormirait toujours. Nos pèlerins s'égosillèrent. Ayant bien disputé, l'on parla du prochain. Le renard au chat dit enfin « Tu prétends être fort habile, en sais-tu tant que moi? J'ai 100 ruses au sac. » « Non, dit l'autre, je n'ai qu'un tour dans mon bissac, mais je soutiens qu'il en vaut 1000. » Eux deux recommencer la dispute à l'envi sur le que si, que non, tous deux, étant ainsi une meute apaisa la noise. Le chat dit au renard « Fouille en ton sac, ami, cherche en ta cervelle matoise un stratagème sûr. Pour moi, voici le mien. » À ces mots, sur un arbre il grimpa bel et bien. L'autre fit 100 tours inutiles, entra dans 100 terriers, mit 100 fois en défaut tous les confrères du Briffaut. Partout il entra, il tenta des asiles, et ce fut partout, sans succès. La fumée y pourvut, ainsi que les bassets. Au sortir d'un terrier, 2 chiens aux pieds agiles l'étranglèrent du premier bond. Le trop d'expédients peut gâter une affaire. On perd du temps au choix, on tente, on veut tout faire, n'en ayons qu'un, mais qu'il soit bon. Ok. Celle-là, elle est connue, forcément. Le chêne et le roseau. Le chêne,
Le chêne et le roseau. Le chêne un jour dit au roseau, vous avez bien sujet d'accuser la nature. Un roitelet pour vous est un pesant fardeau. Le moindre vent qu'il d'aventure fait rider la surface de l'eau vous oblige à baisser la tête. Cependant que mon front, au Caucase pareil, non content d'arrêter les rayons du soleil, brave l'effort de la tempête. Tout vous est aquilon, tout me semble zéphyr. Encore si vous naissiez à l'abri du feuillage dont je couvre le voisinage, vous n'auriez pas tant à souffrir. Je vous défendrais de l'orage, mais vous naissez le plus souvent sur les humides bords des royaumes du vent. La nature envers vous me semble bien injuste. Votre compassion, lui répondit l'arbuste, part d'un bon naturel, mais quittez ce souci. Les vents me sont moins qu'à vous redoutables. Je plie et ne romps pas. Vous avez jusqu'ici contre leurs coups épouvantables résisté sans courber le dos, mais attendons la fin. Comme il disait ces mots, du bout de l'horizon accourt avec furie le plus terrible des enfants que le Nord eût porté jusque-là dans ses flancs. L'arbre tient bon, le roseau plie, le vent redouble ses efforts et fait si bien qu'il déracine celui de qui la tête au ciel était voisine et dont les pieds touchaient à l'empire des morts. L'enfant est le maître d'école. Dans ce récit, je prétends faire voir d'un certain sot la remontrance vaine. Un jeune enfant, dans l'eau, se laissa choir, en badinant sur les bords de la Seine. Le ciel permit qu'un saule se trouva, dont le branchage, après Dieu, le sauva. S'étant pris, dis-je, aux branches de ce saule, par cet endroit passe un maître d'école. L'enfant lui crie « Au secours, je péris !» Le magistère, se tournant à ses cris, d'un ton fort grave à contretemps s'avise de le tancer. « Ah, le petit babouin, voyez-vous, dit-il, où l'a mise sa sottise !» Et puis, prenez de tels fripons le soin que les parents sont malheureux qu'il faille toujours veiller à semblables canailles qu'ils ont de maux et que je plains leur sort. Ayant tout dit, il mit l'enfant à bord. Je blâme ici plus de gens qu'on ne pense. Tout babillard, tout censeur, tout pédant se peut connaître au discours que j'avance. Chacun des trois fait un peuple fort grand. Le Créateur en a béni l'engeance. En toute affaire, ils ne font que songer au moyen d'exercer leur langue. Eh mon ami, tire-moi de danger, tu feras après ta harangue. Ok. La grenouille et le rat. Tel, comme dit Merlin, cuide et engénier autrui, qui souvent s'engeigne soi-même. J'ai regret que ce mot soit trop vieux aujourd'hui. Il m'a toujours semblé d'une énergie extrême, mais afin d'en venir au dessein que j'ai pris, un rat, plein d'embonpoint gras et des mieux nourris, et qui ne connaissait l'avant ni le carême, sur le bord d'un marais, égayait ses esprits. Une grenouille approche et lui dit en sa langue « Venez me voir chez moi, je vous ferai festin. » Messire rat promit soudain. Il n'était pas besoin de plus longue harangue. Elle allégua pourtant les délices du bain, la curiosité, le plaisir du voyage, sans raretés à voir le long du marécage. Un jour, il conterait à ses petits-enfants les beautés de ces lieux, les mœurs des habitants et le gouvernement de la chose publique aquatique. Un point, sans plus, tenait le galant empêché. Il nageait quelque peu, mais il fallait de l'aide. La grenouille à cela trouva un très bon remède. Le rat fut à son pied par la patte attaché. Un brin de jonc en fit l'affaire. Dans le marais entré,
Notre bonne commère s'efforce de tirer son hôte au fond de l'eau. Contre le droit des gens, contre la foi jurée, prétend qu'elle en fera gorge chaude et curée. C'était à mon avis un excellent morceau. Déjà, dans son esprit, la galande le croque, il atteste les dieux, la perfide s'en moque, il résiste, elle tire, en ce combat nouveau, un Milan, qui dans l'air planait, faisait la ronde, voit d'en haut, le pauvret se débattant sur l'onde. Ils font dessus, l'enlèvent, et par même moyen, la grenouille et le lien. Tout en fut, tant et si bien, que de cette double proie, l'oiseau se donne à cœur joie, ayant de cette façon à souper chair et poisson. La ruse, la mieux ourdie, peut nuire à son inventeur, et souvent la perfidie retourne sur son auteur. Le loup et l'agneau. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Nous l'allons montrer tout à l'heure. Un agneau se désaltérait dans le courant d'une onde pure. Un loup survient à jeun qui cherchait aventure et que la faim en ces lieux attirait. Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage, dit cet animal plein de rage, tu seras châtié de ta témérité. Sire, répond l'agneau, que votre majesté ne se mette pas en colère, mais plutôt qu'elle considère que je vas désaltérant dans le courant plus de 20 pas au-dessus d'elle, et que par conséquent, en aucune façon, je ne puis troubler sa boisson. Tu la troubles, reprit cette bête cruelle, et je sais que de moi tu médis l'an passé. Comment l'aurais-je fait si je n'étais pas né, reprit l'agneau, j'étais encore ma mère. Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Je n'en ai point. C'est donc quelqu'un des tiens, car vous ne m'épargnez guère, vous, vos bergers et vos chiens. On l'a dit, il faut que je me venge. Là-dessus, au fond des forêts, le loup l'emporte, et puis le mange, sans autre forme de procès. Le renard et la cigogne. Compère, le renard se mit un jour en frais et retint à dîner commère la cigogne. Le régal fut petit et sans beaucoup d'apprêt. Le galant, pour toute besogne, avait un brouet clair. Il vivait chichement. Ce brouet fut par lui servi sur une assiette. Et la cigogne au long bec n'en put attraper miette. Et le drôle eut lapé le tout en un moment. Pour se venger de cette tromperie, à quelque temps de là, la cigogne le prit. Volontiers, lui dit-il, car avec mes amis, je ne fais point cérémonie. À l'heure dite, il courut au logis de la cigogne, son hôtesse, loua très fort sa politesse, trouva le dîner cuit à point. Bon appétit, surtout, renard n'en manque point. Il se réjouissait à l'odeur de la viande, mise en menus morceaux, et qu'il croyait friande. On servit, pour l'embarrasser, en un vase à long col et d'étroite embouchure. Le bec de la cigogne y pouvait bien passer, mais le museau du cire était d'autre mesure. Il eût fallu, à jeun, retourner au logis, honteux, comme un renard qu'une poule aurait pris, serrant la queue et portant bas l'oreille. Trompeur, c'est pour vous que j'écris. Attendez-vous à l'appareil. Et ben voilà,